Nous sommes tout à fait heureux à la procure d'accueillir un grand événement aujourd'hui avec la publication donc de ce bel objet tout bleu qui est arrivé ce matin, donc l'album La Croix, 50 ans d'histoire. 50 ans d'histoire au quotidien, et vous avez vu d'ailleurs que je me suis habillé aux couleurs de l'événement. Les chaînes aussi, mais bon. Mais vraiment, on est tout à fait heureux de recevoir donc plusieurs intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Je voudrais juste, peut-être un petit clin d'œil. La Croix fait actuellement une enquête sur ce qui va bien en France. Et bien voilà, je trouve que ce soir on fait quelque chose qui va bien en France, et surtout, il y a un journal qui va bien en France, et c'est La Croix. Je vais passer pour un flagordeur, je le pense vraiment, et je trouve que c'est bien associé à votre travail aujourd'hui. Est-ce que je peux me permettre aussi de faire, on va revenir bien sûr et surtout au livre, mais je voudrais quand même aussi parler d'une autre chose qui va très bien en France, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui même, en même temps que l'album La Croix, paraît la nouvelle édition de la traduction écuménique de la Bible. Nous l'avons reçue ce matin, en même temps que l'album La Croix. Ce n'est pas le lieu d'en parler beaucoup, mais je signale vraiment que la France est le seul pays, ou la seule langue en tout cas, où il y a désormais une traduction unique de la Bible, publié par un éditeur catholique et un éditeur protestant, les éditions du CERF, l'Alliance biblique universelle Biblio. Le même texte, les mêmes introductions, les mêmes notes. Vous savez que cette dernière édition intègre 6 nouveaux livres deutérocanoniques. C'est la première fois que les orthodoxes, qui ont toujours été associés au travail, valident entièrement le texte. Bon, voilà, moi je trouve que c'est un grand événement symbolique. C'est un acte de foi écuménique, et c'est une réalisation écuménique extraordinaire. Et donc voilà, je trouve aussi que ça va bien de souligner que depuis des décennies, des hommes dans l'utopie ont réalisé ce travail. Mais passons maintenant, revenons à La Croix. Et donc, je commence par vous présenter, s'il en était besoin, Monseigneur d'Agens, qui interviendra plutôt d'ailleurs à la fin. Tout le monde connaît Monseigneur d'Agens, mais on est vraiment honoré qu'il soit là. Et je voudrais juste rappeler l'importance qu'ont eu et qu'ont encore justement les rapports d'Agens, des rapports présentés à l'Assemblée épiscopale, et qui sont une sorte de, à la fois une réflexion et une orientation décisive sur la vie de l'Église en France. Vous nous direz après comment vous êtes lecteur de La Croix. Je souligne aussi, parce que c'est aussi l'actualité d'aujourd'hui, vraiment je ne l'invente pas, nous avons reçu ce matin le discours de réception de Jean-Luc Marion à l'Académie française, avec la réponse de Monseigneur Claude d'Agens. Personne n'a oublié que Monseigneur d'Agens non seulement est un lettré, mais qu'il est académicien français depuis 2008. Et puis nous avons avec nous Madame Quignot, directrice de La Croix. Nous allons passer la parole d'abord peut-être à Bruno Frappat, s'il le veut bien. Il le veut. Et puis Monsieur Yves Pittel, qui a été journaliste et rédacteur en chef à La Croix pendant de nombreuses années, qui est l'artisan de l'ouvrage, nous racontera comment il est fait. Mais le thème un peu majeur qui nous rassemble ce soir, c'est est-ce que le travail du journaliste au quotidien fait un travail en fait d'histoire. C'est presque une dissertation, n'est-ce pas, Bruno? Mais je pense que l'expérience du journaliste nous intéresse tous ici, et donc je vous laisse la parole si vous voulez bien. Merci. Pour le quart d'heure, pas plus. D'accord. Je fais long en général. J'aime bien faire long, y compris à l'écrit. Le journalisme et histoire. Moi j'ai une vieille histoire avec le journalisme, puisque ça fait 46 ans que je suis journaliste actif, puis maintenant retraité, mais toujours un petit peu quand même journaliste. C'est presque
la durée du livre publié par La Croix. C'est très impressionnant, en tant que journaliste, un petit peu distancié maintenant, de revenir sur les événements qu'on a toujours vécus, qui ont toujours retenti sur vous, que vous avez parfois couverts, comme on dit. C'est très impressionnant. C'est une somme qui, pour ne pas être théologique, est très pratique, utile et très vivante, en dépit du fait qu'on parle du passé. Alors la question de cours, c'est donc histoire et journalisme. Bon, ça n'a en principe aucun rapport. Et pourtant, tout le monde les associe tout le temps. J'ai lu récemment, pour faire un papier dans La Croix ce matin, les mémoires de Raymond Aron, qui viennent d'être republiés dans la collection Bouquins. Je vous invite à vous procurer ce livre, y compris ici. Il fait 1000 pages. 1000 pages, il faut avoir le temps de le lire, mais à la retraite on a plus de temps. Et Aron se définissait comme un journaliste obsessif. De Gaulle, lui, on me l'a rappelé récemment, avait une autre définition de Aron. Il avait dit Raymond Aron, c'est le professeur du Figaro et le journaliste du Collège de France. Ce qui était une formule vache, mais juste. Alors, histoire et journalisme, historien et journaliste, ressemblance, différence. Je vous dis des trucs un peu dans le désordre, mais je les ai notés cet après-midi à notre intention. Ils traitent tous les deux les événements. L'historien traite des événements, le journaliste traite des événements. Il traite l'actualité du passé ou l'actualité du présent. Donc il y a quand même des ressemblances fortes. Ils ont tous les deux un problème d'accès aux sources, avec quand même un avantage pour les historiens, c'est qu'il y a deux types de sources. Il y a d'abord les historiens qui ont déjà travaillé avant eux sur les mêmes événements, ceux dont ne disposent pas de journalistes, car en principe la concurrence est synchrone entre les journalistes. Donc ils sont supposés ne pas trop s'inspirer les uns des autres, enfin, on pourrait nuancer ce propos, tandis que le journaliste, lui, l'accès aux sources, il n'est pas évident. Il doit être fait dans l'instantanéité, il doit lever les innombrables secrets et les discrétions, les mensonges qui environnent l'actualité. Il doit se frayer un chemin dans la communication, qui est un fourbi absolument gigantesque et relativement récent, qu'on appelait avant la propagande, et maintenant qu'on appelle la communication. Donc au niveau de l'accès aux sources, privilège à l'historien. En général, il a des sources. Il est plus facile de se faire une idée précise des mystères de Toutankhamon qu'une idée précise de l'affaire de Karachi, par exemple. C'est facile d'avoir accès à des témoignages sur Toutankhamon qu'à des témoignages sur l'attentat de Karachi. Donc il y a un avantage certain à l'historien du point de vue de la question des sources et de l'accès aux informations qui relatent les événements. Alors il y a un autre avantage phénoménal de l'historien par rapport à nous autres, pauvres journalistes, c'est que l'historien, il connaît la fin du film. Il connaît toute la séquence des événements. L'historien du futur, il saura si Nicolas Sarkozy s'est présenté à l'élection de 2012, contre qui, s'il a été élu, s'il a été battu, etc. Nous parlons, si nous, vous autres surtout, de l'élection de 2012, mais vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si Sarkozy se présentera ou pas. Mais contre qui? Et à vrai dire, il n'y a pas grand monde qui le sait, à part lui, et qui nous le dira prochainement. Donc l'historien, tout est bouclé, son objet d'étude est bouclé. Le journaliste, il est dans un flux, quelque chose de filandreux, de filamenteux, d'aléatoire et de mal balisé. Autre avantage considérable, alors là, il faut avoir été journaliste quand même pour s'en rendre compte, même si c'est pas très affolant.
les acteurs des événements rapportés par l'historien ne sont plus là. Très bien. Les acteurs des événements rapportés par les journalistes, ils sont toujours là pour engueuler les journalistes. Tandis que Napoléon n'est plus capable d'engueuler aucun de ses biographes. Et ça donne un certain confort, quand même, à l'historien, confort dont ne dispose pas toujours le journaliste. Là, j'en parle en blaguant, mais il y a des pays où c'est tragique, l'existence des acteurs qui surveillent le travail des journalistes. Et puis, comme je le disais, le journaliste est enclué dans tous les systèmes de communication de plus en plus professionnels, de plus en plus prégnants, qui nous entourent et qui nous font passer des non-événements pour des événements et qui nous masquent soigneusement des vrais événements. Ça, c'est un élément qui est relativement récent. Alors, ils ont quand même un point commun, les historiens et les journalistes, c'est de devoir faire un choix entre les événements dont ils vont parler et ceux dont ils ne vont pas parler, entre les personnages dont ils vont parler et ceux dont ils ne vont pas parler. Pour l'historien, là encore, c'est considérablement plus facile, puisqu'il choisit lui-même ses sujets. Tandis que, en principe, souvent, dans le journalisme, les sujets sont imposés par ce qu'on appelait beaucoup, je crois, l'actualité dominante. C'est celle que tout le monde traite, parce que tout le monde doit le traiter, qu'on ne comprendrait pas, qu'on ne traite pas tel type d'événement, etc. Donc, plus grande liberté de l'historien pour le choix de ses sujets. Enfin, il y a une autre question qui est liée à la problématique de ce dont on nous rebat les oreilles à nos autres journalistes, c'est la question de l'objectivité. Elle se pose aussi, cette même question, aux historiens. Mais elle est peut-être aussi une fausse question pour les journalistes, autant une fausse question pour les journalistes que pour les historiens. Moi, je ne crois pas à l'objectivité. J'ai toujours défini l'objectivité, là, les petits camarades de la Croix ont pensé que j'en radote, comme la rencontre harmonieuse de deux subjectivités. La subjectivité du journaliste ou de l'historien et la subjectivité du lecteur et du journaliste. Comme vous êtes bien objectif, vous qui êtes en plein accord avec moi. Voilà. Et c'est marrant parce que cette réflexion, Raymond Aron la faisait aussi dans ses mémoires, à propos de ses articles du Figaro. Il disait que ce que les lecteurs appréciaient dans le Figaro, c'était la rencontre de leurs propres opinions. Il y a une question entre les deux métiers, il me reste 5 minutes, hein, quand même. Ouais. C'est le rapport au temps. Pas au temps qui fait, qui est pourri, comme chacun sait, mais le rapport au temps, surtout en novembre, oui. Ah oui, j'avais fait une chronique il y a 2-3 ans pour demander la suppression du mois de novembre. Alors il y avait des gens qui étaient furieux, ils trouvaient que c'était pas objectif, et puis il y a des gens qui étaient ravis, ils trouvaient que c'était très objectif. Vous avez voulu aussi supprimer février, alors là ça faisait beaucoup. Février aussi, oui. Je finirai par supprimer tous les mois. Le rapport au temps. En principe, c'est très simple. L'historien s'occupe du passé et le journaliste s'occupe du présent. Mais c'est un peu simpliste. Le journaliste, il s'occupe du passé immédiat. Hier, il s'est passé ceci. Ou ce matin, il s'est passé cela. Mais il s'occupe aussi du présent. Beaucoup de journalistes travaillent en direct. Et il s'occupe beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Quand on relit la presse du passé, on se rend compte qu'ils ne s'en occupaient pas du tout dans le passé. Ils s'occupent beaucoup de l'avenir. Ils essayent d'anticiper ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, les scénarios, les chantiers du président, les 18 derniers mois du quinquennat, les dossiers clés, etc. Alors, j'ai trouvé dans un livre remarquable, qui est de Saint-Augustin,
et qu'on appelait jadis les confessions, et que depuis que Frédéric Boyer, qui se trouve ici, les a traduits, appelle ça les aveux, une formule que je trouve très adaptée au journalisme. C'est Saint-Augustin qui parle, hein, par l'intermédiaire de Frédéric Boyer. Il est impropre de parler des trois temps, passé, présent et futur. Il serait plus approprié de parler des trois temps, présent du passé, présent du présent, présent du futur. Les trois existent dans l'âme et nulle part ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'observation. Le présent du futur, c'est l'attente. Je trouve que c'est une formule qui, appliquée au journalisme, est une pure merveille. Et ça devrait être... peut-être qu'il faudrait remplacer François de Sales par Saint-Augustin comme patron des journalistes. Je le dis prudemment, un évêque considérable, qui sera sûrement contre cette hypothèse. En tout cas, c'est pour faire comprendre que le journaliste travaille dans cet ensemble flou. Il a trois pieds, en quelque sorte, un pied dans le présent, un pied dans le passé, un pied dans le futur, et il doit naviguer là-dedans. Il en résulte forcément des flottements. C'est pas aussi simple que de dire que le journaliste s'occupe du présent, ni qu'il s'occupe du passé proche, puisqu'il s'occupe aussi du futur proche. Au fond, il s'occupe de tout ce qui constitue l'actualité. L'actualité, c'est tout ce qui se passe, c'est tout ce qui s'est passé, c'est tout ce qui a des chances ou des risques de se passer. Ce sont des milliards d'événements qui se passent chaque minute sur la planète, dont une partie infinitésimale parvient à notre connaissance par des systèmes de filtres, de l'indifférence, de la distance, de l'oubli, de la banalité qui fait que ça n'a pas lieu d'émerger, etc. Il y a des événements formidables qui se passent tous les jours et dont on ne parle jamais. Bon, il y a eu, j'ai vu les derniers chiffres, il y a eu 800 000 naissances en France l'an dernier. 800 000 naissances. C'est 800 000 événements considérables pour les proches. Pour la maman, d'abord, le papa, ensuite, un peu derrière, les proches. Mais ça ne va pas très loin, ça ne diffuse pas très loin. Dans les familles, dans les entourages, parfois il y a un avis de naissance dans les journaux, mais très peu. Et ça ne constitue pas un événement journalistique. C'est dommage d'une certaine manière. Si on pouvait chaque jour annoncer, tiens, hier, il y a 4627 bébés qui sont nés en France, ça nous changerait du taux de chômage et de l'inflation qui recommence. Tout ça pour faire comprendre que les milliards d'événements heureux, malheureux ou indifférents qui se passent chaque jour sur la planète, le système médiatique n'en retient qu'une parcelle minuscule, presque invisible, en tout cas quantitative. Le journalisme, le système médiatique est une gigantesque usine à un système d'évacuation des rebuts des événements. Les bébés sont des rebuts. L'événement de la naissance d'un bébé est du point de vue médiatique quelque chose qu'on évacue. Et c'est un peu dommage. Alors on ouvre là le débat, mais je vais m'arrêter, sur l'arbitraire des choix. Le caractère aléatoire de la hiérarchie des informations, la hiérarchisation des informations qu'on publie. Le fait que le journalisme n'est pas une science exacte, et que d'une certaine manière, c'est tant mieux. Le fait qu'on peut se tromper, c'est tant mieux. Et le fait qu'on peut aussi avoir raison, c'est tant mieux. Et si vous lisez ce remarquable pavé bleu, vous verrez qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte d'être journaliste. Je vous remercie. Je propose qu'on garde nos questions pour à la
fin des interventions, mais merci déjà beaucoup Bruno. Je voudrais me tourner donc vers Dominique Quignot, qui donc aujourd'hui dirige la Croix, et peut-être qu'on pourrait lui poser la question un peu de façon double, c'est-à-dire vous dirigez la Croix aujourd'hui, mais la Croix est déjà une maison qui a pas seulement 50 ans d'ailleurs, hein, qui est beaucoup plus ancienne que ça, et donc vous avez un héritage. Et comment vous vivez ce lien-là avec ce que la Croix a été? Et puis votre responsabilité aujourd'hui, donc pour la question qui nous importe, est-ce que vous avez conscience de préparer les historiens de demain dans ce que vous faites? Pour la première partie de la question, je dirais que c'est très intimidant de voir cet ouvrage aujourd'hui, même si je dois avouer qu'étant donné mon ancienneté dans ce journal, je peux représenter un certain nombre de pages. Mais parce que c'est le paradoxe du quotidien, c'est que ce qui nous fait vibrer, c'est la succession des événements et l'espèce de rapidité de ces événements qui passent d'un jour à l'autre, avec un côté moralement assez confortable. Quand on fait un quotidien, c'est de se dire un numéro chasse l'autre, j'ai pas été très bon aujourd'hui et demain ce sera meilleur, et j'ai toujours beaucoup de peine pour les confrères d'hebdomadaires ou de mensuels qui ont un mois pour se dire j'ai raté quelque chose, etc. Et donc c'est très paradoxal de se dire ce qui nous fait vibrer, c'est cette actualité. Dans la préface qu'on m'a demandé d'écrire, je raconte quelques-uns des gros événements qui ont marqué ces dernières années, et qui sont, que ce soit le testament du frère Christian de Chergé, ou le Rwanda, ou les tours et le 11 septembre 2001, comment dans un instant il se passe quelque chose qui non seulement bouleverse notre métier de journaliste, mais nous bouleverse, nous, individus. Et donc, il est clair qu'on n'a jamais conscience de faire œuvre d'historien, et qu'on essaie d'être là, dans ce métier de passeur, entre un événement, des acteurs d'un événement, et ceux qui, derrière la page, nous liront. Donc, je me sens tout à fait, quand je vois cet ouvrage, je reprends toujours une formule que j'entends souvent dans la bouche des pères assomptionnistes, qui sont les fondateurs de Bayard et de la Croix, qui se disent toujours à la fois héritiers et fondateurs. Et c'est vrai que je me sens vraiment dans la succession de tous ces grands noms qui sont là, et qui sont là. Et à la fois, on réinvente chaque fois quelque chose de nouveau, parce que, et ça on le voit bien en lisant en parcourant l'ouvrage et la sélection qu'a faite Yves, où je voudrais dire qu'il y a quand même un biais à cette sélection, c'est-à-dire que on a pris quand même l'histoire de l'Église, l'histoire des chrétiens et le rapport des catholiques, notamment avec la société. On aurait pu faire sur la Croix un autre type de choix. Là, on a choisi cet angle-là, et c'est là aussi que c'est intéressant. Donc ce qu'on voit à travers cette sélection, c'est combien, finalement, beaucoup de choses ont changé. Je dirais, le monde a changé. Enfin, on voit en 50 ans les énormes bouleversements, que ce soit sur le plan mondial, et puis sur le plan même français, la société. On le voit sur l'Église, les évolutions de l'Église, le statut de l'Église, sur ce que sont aujourd'hui les catholiques, qui sont majoritairement nos lecteurs, qui suis là quand même depuis de nombreuses années, et qui est cet immense privilège, cet immense plaisir de travailler sur le courrier des lecteurs, parce que je pense que c'est un élément fondamental de compréhension d'un public et d'une animation d'une équipe. Je vois bien les sujets qui ont changé, les attitudes qui peuvent changer par rapport à tel événement, les inquiétudes qui peuvent monter sur telle chose, etc. Donc on voit que donc l'Église et son rapport à la société a changé. Et puis je dirais troisièmement, les médias ont changé et l'environnement médiatique a changé. Yves le dira tout à l'heure, mais c'est vrai que les premières pages de cet ouvrage, il y a peu de reportages. Alors qu'aujourd'hui, dans la Croix, et c'est une de nos grandes fiertés, c'est une de mes grandes fiertés actuelles,
c'est de faire en sorte que ne soit pas sacrifiée cette part du métier qui est le reportage, d'aller sur place, et notamment à l'étranger. C'est un choix important, un choix économique, et que nous essayons de maintenir. Il y a cette question de la, comment dire, de la rapidité d'analyse qui est, avec la nécessité du recul, qui est une des forces de la Croix, qui doit demeurer cette force, mais qui est de plus en plus combattue par le fait que tout est encore plus instantané, avec la possibilité d'avoir toutes les informations en flot continu sur Internet et sur les sites d'information. Donc, change aussi éventuellement le goût du public. Est-ce qu'il aime toujours lire des papiers très longs? Nous avons un grand débat avec Bruno sur le sujet, comme vous l'aurez compris. De plus en plus. Est-ce qu'ils ont besoin de plus de pédagogie? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'interactivité? Est-ce qu'on peut être toujours journaliste et public, ou est-ce qu'il faut plus de passerelles entre les deux? Enfin, il y a beaucoup de questions nouvelles qui se posent aujourd'hui, à nous comme aux autres, qui ne nous empêchent pas de garder notre volonté de nous distinguer, de ne pas nous laisser envahir par ce flot d'actualité, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de ces évolutions et des modes de lecture différents, y compris sur le plan économique, hein, parce que les gens qui acceptent aujourd'hui de payer pour s'informer, ça devient rare. C'est donc une question pour nos journaux. Donc voilà un peu comment là, on est en train de préparer une nouvelle formule pour l'année prochaine. Il y a combien de nouvelles formules à travers ces 50 ans? Beaucoup. Je trouve que c'est extraordinaire, parce que c'est un organisme vivant. Je veux dire, c'est une équipe, puis le résultat du travail, et puis ces 50 ans, c'est de la vie. Bruno, il a une expression que je cite souvent, et la vie, c'est tous les jours, et effectivement, un quotidien, c'est la vie. Et pour le sujet histoire et journalisme, je pense qu'on est un matériau pour les historiens. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des gens venir travailler sur la Croix, sur les archives, sur le collier des lecteurs. J'ai vu faire sur les questions du voile islamique, j'ai vu faire sur la générosité des chrétiens. Il y a des tas de sujets qui méritent. Nous, on a fait même des relectures à l'occasion de tel et tel événement. L'affaire Gaillot, par exemple, quelqu'un avait analysé le courrier reçu. Parce que, à travers la Croix, il s'exprime une certaine opinion publique, qui est une notion un peu complexe dans l'Église. Donc, bon, je ne prétends pas être représentante toute l'opinion catholique, mais en tout cas, une opinion publique catholique qui, elle, mérite d'être analysée, interprétée, et qui peut aider à faire à relire l'histoire. Ce que je voudrais dire en terminant la petite intervention que je veux faire, c'est que, c'est un sujet qui m'est cher, c'est ce que nous devons à nos lecteurs. Enfin, je veux dire, ce lien tout à fait fondamental qu'il y a toujours eu dans un journal comme La Croix, une espèce de lien de confiance important, même si on sent que de plus en plus la palette est large des lecteurs de notre quotidien, peut-être plus qu'à un certain moment. Et contrairement à ce que disait Raymond Aron, je pense qu'il y a une partie de nos lecteurs qui viennent à La Croix éventuellement pour être bousculés dans leur façon de voir tel ou tel sujet. Enfin, souvent, je lis, etc., les gens ne sont pas d'accord, ou ne sont pas d'accord avec telle opinion, avec telle interprétation, etc., mais ils ont besoin de pouvoir exercer une sorte de dialogue ou de débat. Voilà, c'est vers eux que nous avons le souci toujours de rester ce qu'on aime bien définir comme des passerelles. Un journal qui est à la fois, qui essaie de raconter le monde, ce qui s'y vit, ce monde qui nous est demandé d'aimer, il ne s'agit pas d'en avoir peur. Nous, on est dans
sympathie avec ce monde, même sans nier les horreurs et les difficultés, mais voilà, d'aider à comprendre et décrypter ce monde complexe, d'aider le monde qui nous entoure, la société, à comprendre aussi ce qu'est le christianisme, ce qu'est l'institution Église, parce que ce que je n'ai pas dit dans ma description des modifications, c'est qu'on a affaire à des publics qui sont de moins en moins formés sur ces questions-là, qui connaissent moins les vocabulaires, qui connaissent moins les institutions. Et donc, nous, notre rôle, c'est voilà, de créer des passerelles. Et peut-être vis-à-vis de l'institution ecclésiale, d'essayer aussi de leur permettre de rencontrer ce que ce monde peut dire ou a envie de dire. Voilà. Et quand on lit ça, enfin, ou quand on le reparcourt, on a l'impression que tout au long d'histoires qui sont parfois dramatiques, on a essayé de jouer ce rôle-là. Merci. Merci Dominique Quignon. Je me tourne maintenant vers Yves Pittet, qui a été le maître d'œuvre de ce recueil. Est-ce que ça a été une chose facile à faire, difficile à faire? Comment vous avez procédé? Quels critères vous avez choisis? Racontez-nous un peu comment on fait un album sur donc 50 ans de la Croix dans son rapport au monde, à l'Église, à l'histoire. Oui, alors, il y a donc plusieurs choses qu'il faut donc replacer au départ. D'abord, Dominique l'a dit, donc je ne vais pas insister, la base de départ, c'est-à-dire l'idée de départ qui était de voir comment le quotidien catholique français avait rendu compte de l'histoire de l'Église ces 50 dernières années. Alors on a un petit peu discuté après, parce que je disais, bon, l'histoire de l'Église, c'est bien, mais c'est peut-être un peu étroit. Et puis on s'est mis d'accord sur le fait que l'Église, c'était pas simplement l'histoire institutionnelle de l'Église, mais que c'était l'histoire des catholiques, des chrétiens en général, et puis de leurs relations, de leurs débats, de leur colère quelquefois. Et finalement, ça élargissait déjà beaucoup le domaine, et que finalement, peut-être le bon critère, c'était de se dire que à chaque fois que la Croix jouait son rôle de quotidien catholique, c'est-à-dire chaque fois qu'on y écrivait, l'engageait un peu, hein, on était dans le vrai de ce que l'on cherchait. C'est l'occasion de dire, par exemple, que si vous attendez de retrouver dans ce livre les analyses politiques que la Croix a pu faire à telle ou telle élection pendant ces 50 années, vous n'êtes pas à la bonne adresse, parce que ça, si vous voulez, c'est de la science politique, mais on ne peut pas dire que ça soit là-dessus que, comment dirais-je, le journal soit engagé vraiment profondément. Quelquefois, sur certains thèmes, bien sûr. Enfin, c'est pas ça qui est la caractéristique centrale du journal, même si on imagine, j'ai quand même passé suffisamment d'années à le faire, donc on ne peut pas imaginer un quotidien sans analyse politique non plus. Voilà, donc, pas beaucoup d'analyse politique, simplement chaque fois que ça concerne les catholiques ou les questions religieuses en rapport avec la politique. Pas beaucoup non plus d'informations économiques pures, hein, voire sur l'international, c'est un petit peu plus facile, mais là aussi, il manque encore il y a beaucoup de sujets que vous ne trouverez pas, vous aurez l'impression de ne pas trouver, pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent, le journal a traité ces questions de façon très éclatée, au jour le jour, et que l'un des objectifs, c'était aussi de trouver des articles qui soient intéressants, qui soient lisibles 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, et qui donc déjà aient une certaine structure, qui puissent vivre totalement par eux-mêmes. Alors que quand on suit une affaire dans un quotidien souvent, de jour en jour, on ne répète pas, on ne refait pas à chaque fois un article complet rebouclant toute l'affaire. Donc vous allez trouver des analyses, des réactions sur tous ces thèmes qui à chaque fois essayent de prendre en compte la caractéristique, l'engagement caractéristique du journal. Donc Dominique l'a dit, il y a une tonalité dominante qui est religieuse, mais qui n'est pas, je dirais, institutionnelle.
Quelquefois elle l'est, mais pas simplement. Vous aurez des traitements très très différents. Il y a des éditos, il y a des reportages, on l'a dit, il y a des interviews aussi, et puis beaucoup de réflexions, d'opinions. Et moi qui ai exploré pratiquement 50 ans de Lacroix, j'en connaissais déjà une trentaine, mais les 20 années précédentes, je ne les connaissais pas bien. C'était pas de mon âge, et donc j'ai redécouvert des événements que j'avais suivis comme collégien. Je les ai redécouverts, traités dans Lacroix au jour le jour. Donc quand j'ai fait la recherche, pour moi, ça a été très intéressant et très instructif. Et puis j'ai découvert aussi comment, dans la durée, un certain nombre de phénomènes pouvaient se produire. Par exemple, je peux vous dire que, de mon point de vue, mais peut-être que des lecteurs plus anciens pourront le dire, vous avez des gens qui ont eu un véritable magistère dans Lacroix pendant très longtemps, et qui ont, j'en suis persuadé, pesé très fort sur, comment dirais-je, la compréhension et la conscience de nos lecteurs. Je prendrai 2 exemples, presque 3 même. Étienne Borne, le philosophe, qui a écrit pendant plus de 20 ans un papier tous les vendredis dans Lacroix. Jean Boissonnat, qui écrivait pendant la même période, tous les jours. Il a été journaliste avant dans Lacroix, mais après, tous les samedis, il y avait le papier de Boissonnat. Et l'un derrière l'autre sont passés pendant 20 ans, 52 fois par an, si j'ose dire. Donc c'est des gens qui laissent une trace. Puis c'est des papiers qui sont très lus. On pourrait dire, mais il a encore quelques années à faire, que ça ne fera pas des chroniques d'aujourd'hui, mais il a encore un peu de retard, donc il va falloir tenir. Voilà, donc un petit peu déjà l'esprit de la recherche. Après, il fallait une base de données. Alors pour vous donner une impression d'où il a fallu chercher, il faut que vous ayez conscience que 50 ans de Lacroix, ça veut dire plus de 15 000 numéros. Qu'il a fallu dépouiller, si vous estimez qu'en gros, si on dit qu'il y a 20 pages par numéro sur la période, vous voyez, ça fait plus de 300 000 pages qu'il a fallu regarder. Donc, c'était quand même un gros travail, un travail de fond. J'en ai fait personnellement 22 ou 23 ans, je ne sais plus, que j'ai fait défiler à grande allure sur microfilm. Et alors, je peux vous dire que le microfilm, c'est beaucoup plus efficace que le papier journal, parce que ça défile beaucoup plus vite que de tourner les pages, etc. Puis on abîme les pages, tandis que là, le microfilm, ça tourne. Simplement, il faut avoir l'œil, de façon à pouvoir balayer les pages qui défilent en Z pour repérer ce qui est possible ce qui pourrait être retenu, sélectionné. Et puis les documentalistes de Bayard ont fait les autres années, et ensuite, sur les dossiers qu'elles avaient constitués année par année, j'ai sélectionné un certain nombre de textes que Michel Kubler a ensuite, je ne dirais pas autorisé, mais disons qu'il revoyait ce que je faisais comme proposition, et puis il me disait oui, ça, non, ça, plutôt pas ça, etc. J'avoue même que de temps en temps, on me disait que ce texte-là, il faut absolument qu'il passe, et j'avais peut-être un doute sur le fait que Michel le retiendrait. Donc j'avoue honnêtement que j'ai quelquefois mis 2 ou 3 textes dont je savais qu'il les rejetterait de toute façon, pour que ceux auxquels je tenais tiennent un peu mieux. Mais bon, je pense que l'effort m'autorisait à faire ça. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait des textes qui soient bons, intéressants et lisibles 40 ans. Il fallait aussi des signatures, pour que les lecteurs s'y retrouvent un petit peu, puissent reconnaître les gens qu'ils avaient lus, et pouvoir les identifier. Il fallait aussi trouver des textes qui puissent un petit peu surprendre, des textes qu'on avait un peu oubliés, ou dont on n'avait plus le souvenir qu'ils étaient passés dans Lacroix. Il fallait montrer comment aussi Lacroix a voulu, depuis maintenant beaucoup d'années, on peut dire que ça fait plus de 40 ans maintenant, être une plateforme de dialogue entre les catholiques, entre les chrétiens eux-mêmes et entre l'Église et le monde, la société environnante. Et donc ça, je voulais que ça soit très 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 présent. Et c'est pour ça que vous trouverez des choses qui sont peut-être pas les choses les plus faciles à lire, parce que c'est un petit peu théologique, donc il faut le lire avec attention. Mais j'ai trouvé, par exemple, ce qu'on appelait une disputatio entre théologiens,
où Hans Kung répond à un article du père Congar dans La Croix, et il lui répond sur un ton de vrai débat. Hein. C'est assez chaud. Hein. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui a été pour nous une grande surprise quand c'était arrivé. Le cardinal Ratzinger était venu faire une conférence à Paris, à l'Institut, dont il était membre, et ça avait été une conférence importante. C'était à la Sorbonne. Et peu de temps après, dans La Croix, il y avait eu un article du cardinal Haidt, je crois qu'il était archevêque de Bordeaux à ce moment-là, hein, et qui apportait un certain nombre de critiques, enfin d'éléments de débat. Et quelques temps après est arrivé un courrier. Il y avait un texte sur lequel c'était marqué Leserbrief, donc Leserbrief, je ne parle pas l'allemand, courrier des lecteurs, et il y avait un texte d'une page qui était signé cardinal Joseph Ratzinger, qui répondait au cardinal Haidt en disant « j'ai bien noté ce qu'il dit, mais... etc. » Voilà, et je me dis que ça, pour la Croix, c'était un rôle extrêmement important, parce que c'était là que les choses se passaient. Il fallait aussi être en éveil sur tout ce qu'on pouvait trouver, qui pouvait n'être pas apparu sur le moment comme extrêmement important, et qu'on découvre au coin d'une page, comme ça, tout d'un coup, vous tournez la page, et puis pouf, vous tombez sur un texte. Par exemple, ce texte que j'ai trouvé en page 2, en haut de page 2, à l'époque où il y avait un papier de forum, ce qu'on appelle le forum aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait qu'un papier, et c'était en 1971, il y avait à cette époque une crise dans le clergé assez profonde, il y a eu beaucoup de départs de prêtres à ce moment-là, et là il y avait un jeune vicaire parisien qui apportait son témoignage, qui disait lui qu'il était extrêmement satisfait, et finalement très content de sa vie, et heureux en tout cas. Et j'ai été... Parce que vous savez, quand j'étais sur la page, on partait d'en haut à gauche, et puis descendait comme ça en diagonale, et donc j'ai regardé, et en bas du papier, c'était marqué Claude d'Agens. J'ai dit, tiens, Claude d'Agens, ça me dit quelque chose. Et je me suis dit, tiens, en 71, dans la Croix, c'est pas mal, donc vous trouverez, il y est. Il fallait aussi valoriser, probablement, des papiers historiques de la Croix, du moins ceux que nous, on considère, des papiers qu'on considère comme historiques, parce qu'on en parle toujours, et ils font toujours parler d'eux, des moments qui ont été importants. Alors il y en a un, c'est le hasard total qui fait qu'il est en tête du livre, c'est le reportage dans lequel Jacques Duquesne, en Algérie, dénonce la torture qui est utilisée de façon courante. C'était donc dans la Croix au début janvier 1958, et ça me paraissait un papier absolument incontournable, parce que cette série-là d'articles, c'était une série de 8 articles. J'en profite, puisque le papier a été coupé un peu, j'en profite pour dire que tous les papiers sont dans leur état d'origine. Hein, il n'y a eu aucune réécriture. Par contre, un certain nombre de papiers ont pu être coupés. C'est-à-dire qu'on a enlevé des longueurs, on a enlevé des allusions, des digressions qui, ou bien n'avaient pas une importance considérable pour le sujet, ou bien n'étaient même plus compréhensibles aujourd'hui parce que faisant allusion à des faits secondaires dont on a perdu largement la mémoire. Mais sinon, les textes sont dans leur état d'origine. Voilà, donc ce texte de Jacques Duquesne, qui a fait perdre beaucoup de lecteurs à la Croix, mais à l'époque d'abonnés, mais je crois qu'il était plutôt à l'honneur du journal. Alors il y a aussi un deuxième texte, parce que on était en janvier 58, vous vous souvenez que le 13 mai 58, on a trouvé le général Massu au balcon du gouvernement général à Alger. Or, il se trouvait que Jacques Duquesne avait rencontré Massu pendant son enquête, et il avait parlé avec lui. Et donc, ce 13 mai 58, il a refait un papier où il a expliqué là ce que Massu m'a dit. Et il redonne pratiquement le compte-rendu de son entretien. Vous le lirez, vous verrez, ça vaut le déplacement. Ça a aussi valu une deuxième salve de perte de lecteurs, mais je pense que le journal faisait son travail. Il y a un troisième papier qui est plus dramatique, mais qui chez nous a gardé une force émotionnelle importante. C'est le jour où Noël Coffin s'est trouvé à Goma pendant l'affaire du Rwanda en 1994, et il s'est trouvé au milieu des réfugiés rwandais au Zaïre qui mouraient, vous vous en souvenez peut-être, par centaines du choléra. Et donc il avait écrit
ce jour-là un papier qui était un cri, d'ailleurs c'est comme ça que lui-même commençait son papier en disant « Dieu est-il absent de Goma ?» je crois que c'était ça le titre. Et si vous voulez, ce papier-là, bon, ben, c'est un des premiers papiers que l'on a pensé quand on a imaginé ce que l'on voulait mettre, parce que ça c'était un papier historique, un papier extrêmement fort, et je pourrais même vous dire que pour moi il était d'autant plus fort que les moyens de transmission de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, et que donc Noël a téléphoné son papier, qu'il a téléphoné à un moment où les sténos n'étaient pas là, et donc c'est moi qui ai pris à la main tout le papier qui m'a dicté phrase après phrase, avec toute l'émotion et les commentaires qui me passaient entre deux. Je vous assure que c'est un souvenir absolument terrible. Il y a aussi un article qui était incontournable, c'est l'édito de Michel Kubler sur l'affaire Dreyfus au moment du centenaire, parce que dès que l'on parle de la Croix, aussitôt il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, l'affaire Dreyfus !» Bon, c'était il y a 110 ans maintenant, oui c'est ça, plus de 110 ans maintenant. Bon, ça fait partie de l'héritage, il faut l'assumer, mais enfin, on n'est pas obligé non plus de s'en excuser tous les matins en se levant. C'était il y a 110 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'est le journal aujourd'hui. Ça a été, mais bon, c'est autre chose. Mais, donc, cet éditorial était important. Le papier de Bruno Chenu au moment de Tibirine, je crois que c'était aussi le type de papier qui était important. Il a fallu aussi, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure rapidement, contourner un certain nombre d'événements sur lesquels on n'avait pas des articles suffisamment complets. Le quotidien, Dominique l'a dit, par définition, raconte les faits au jour le jour, et donc n'a pas toujours les moyens de faire des grandes synthèses. Vous savez, par exemple, j'ai eu des difficultés pour trouver des articles sur le Concile. Et Dieu sait qu'il y en avait plein de journaux. Mais c'était des articles qui racontaient évidemment le Concile au jour le jour. Donc aujourd'hui, raconter les séances du Concile, ça ne présente plus un intérêt considérable. On en a gardé une ou deux sur des sujets vraiment brûlants et qui ont fait débat, comme la liberté religieuse par exemple, mais fallait pas en abuser. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver des choses qui soient synthétiques et intéressantes. Et puis vous avez aussi des sujets qui sont traités un petit peu comme un puzzle aujourd'hui. Quand vous traitez un certain nombre de sujets sur lesquels le journal fait un gros effort, il y a plusieurs journalistes qui travaillent en même temps, et vous avez à la sortie un espèce de puzzle dans le journal, vous lisez des angles divers dans le journal, et quand après l'historien, si je peux me permettre, doit intervenir là-dedans pour en choisir un, il ne trouve pas forcément son miel, parce que ou alors il y en a un qui domine vraiment, qui est suffisamment original et bien dans le cadre pour faire la synthèse qu'on espère, mais sinon c'est pas toujours très très facile. Donc il faut quelquefois contourner, trouver une manière de traiter les choses. Il y a des événements qui sont pas très présents dans le journal, même s'ils ont occupé l'actualité pendant très très longtemps, où ils sont de façon fugitive, pas dans le journal, dans le livre, pardon. Par exemple, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, ça s'est étalé sur 10 ans, pratiquement. Et alors, il y a une autre affaire qui est que le journal se plaint toujours, encore aujourd'hui, je pense, se plaint toujours de manquer de moyens. Mais aujourd'hui, le reportage, la priorité, c'est le reportage. Quand on remonte 50 ans avant, c'était pas forcément le cas, et aller faire un reportage au Vietnam en 1965, 1972, c'était toute une aventure, ça coûtait extrêmement cher, et le journal n'avait pas à l'époque beaucoup de moyens. Donc il n'y a pas eu beaucoup de reportages. Heureusement, il y en a eu au moins un qui a été spectaculaire, puisqu'il a valu à son auteur, Jean Bertolino, le prix Albert Londres. Donc il y a une des séquences de ce reportage qui a été, comment dirais-je, que j'ai pris. De la même façon que toujours Bertolino, qui décidément était un bon journaliste, enfin est un bon journaliste, parce que je ne vois pas pourquoi je voudrais l'enterrer, et surtout il devait avoir le flair, parce qu'il y a un reportage sur, qui n'est pas vraiment religieux, mais je me suis dit ça, d'une certaine façon, la Croix était là au bon moment et a fait le papier qu'il fallait, c'est-à-dire, il décrit les tensions dans une ville de Jordanie, en 1960, que je ne dis pas de bêtises, 73, et dans cette ville de Jordanie a commencé 3 jours après Septembre Noir. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, la guerre des Jordaniens pour expulser les Palestiniens.
ben, les lecteurs de la Croix ont eu 2 jours avant une page de description de toute la situation dans cette ville où a commencé à peu près Septembre Noir. Je trouve que ça méritait aussi d'être salué. Alors j'ai cédé aussi un peu à la tentation d'insérer quelques noms connus dont je me suis dit qu'ils plairaient aux gens qui liraient le livre, parce qu'en plus ils étaient interviewés et ils disaient des choses qui entraient un peu dans les préoccupations que nous avions. Alors bon, il y a l'interview de Jean-Paul II qu'on avait faite, Bruno y était, il s'en souvient, ça c'est normal, mais nous avons là comme ça Lévi-Strauss par exemple, qui dit des choses intéressantes sur le religieux. Et puis on a même Depardieu, donc vous inquiétez pas, Depardieu n'écrit pas dans la Croix, mais quand il avait fait, vous vous souvenez, ces lectures de Saint-Augustin, on y revient, on l'avait interviewé, et je me suis dit, bon, bah ça c'est quelque chose qui devrait plaire, etc., aux gens. L'impression de tout ça, parce que je ne voudrais pas durer trop longtemps, c'est la formidable progression du journal en 50 ans. Parce que ça, je peux en témoigner pour l'avoir vu pendant toute cette recherche. Il y avait à la Croix une vingtaine de journalistes en 1958, il y en a 90 aujourd'hui. Donc ça donne quand même des possibilités différentes. Des moyens techniques aujourd'hui qui sont évidemment pas ceux de l'époque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre l'avion à l'époque c'était compliqué. Avoir des téléphones c'était compliqué. Dites-vous bien qu'en 58, il y avait dans la rédaction de la Croix un téléphone direct extérieur. Une ligne. Eh oui. Il y avait une ligne téléphonique extérieure dans la rédaction qui passait pas par le standard, sinon il fallait passer par le standard pour avoir tel ou tel numéro. Il n'y avait pas d'ordinateur, etc. Les coûts étaient exorbitants, je vous passe les détails. Donc, le journal a beaucoup progressé, et au fur et à mesure qu'on avance dans les années, il y a l'embarras du choix. Donc, au début, il faut chercher les articles que l'on va sélectionner, puis après, on ne sait plus lesquels éliminer, parce qu'il y en a vraiment de plus en plus. Cette sélection n'est pas exhaustive, elle peut être évidemment critiquée. Vous y trouverez des textes de rédacteurs, bien sûr, de collaborateurs extérieurs, et même, puisque la Croix en a fait une force, vous y trouverez des textes de lecteurs. Il n'y en a pas des quantités industrielles, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi quelques histoires qui m'ont touché, et que j'ai bien aimé mettre là, parce que je les ai découvertes dans le journal. Par exemple, un texte d'une personnalité qui aujourd'hui, évidemment, est beaucoup moins connue, qui s'appelait Joseph Follier, je pense qu'à un certain nombre d'entre vous, ça dira quelque chose, et qui avait fait une enquête sur les prêtres sur le Prado, donc un institut de prêtres à Lyon, parce que des prêtres du Prado avaient été accusés d'être des porteurs de valises du FLN. Voilà, et donc il avait fait toute une enquête sur ce thème-là, et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui valait le coup d'être remis en lumière. J'ai aussi, pour terminer, mis quelques papiers plus faciles à lire, notamment les notules que Noël Copin faisait chaque week-end en direct du concile, où il racontait les petites histoires de l'intérieur qui se passaient entre les évêques et tout ça, ou des anecdotes sur l'intérieur du concile. Et je me suis dit que ça faisait aussi partie du travail du journaliste et de la façon d'informer les lecteurs. Et alors, pour terminer, je vous implorerai de surtout ne pas oublier de lire ce livre sans faire d'anachronisme, c'est-à-dire d'accepter de lire les papiers que vous aurez sous les yeux dans le temps où ils ont été écrits. C'est-à-dire, il ne faut pas les lire avec nos yeux d'aujourd'hui, ils ont été écrits dans les dates à lesquelles ils ont été publiés, bien sûr. N'oubliez pas que le quotidien, on l'a dit, c'est tous les jours, Bruno l'a dit mieux que moi, et que le journaliste travaille dans l'heure, le nez sur l'événement. Enfin, je pense que vous apprécierez l'expansion et la qualité croissante du journal et de son équipe, qui est aujourd'hui beaucoup plus homogène qu'il y a 50 ans. Au début, je disais, j'ai cherché, à la fin, j'ai trié dans tout ce qui était disponible. Maintenant, c'est à vous de plonger. C'est un gros volume, mais on peut y entrer à toutes les pages. Il ne faut surtout pas se dire qu'on commence au début et qu'on le prend dans l'ordre. Vous pouvez rentrer dans n'importe où, il n'y a aucun problème. Voilà. Comme le quotidien, et j'espère que vous y retrouverez aussi bien que dans la Croix tous les jours. Merci.
merci pour la présentation de ce grand travail. Merci vraiment. Donc la parole est maintenant à Monseigneur d'Agens qui a en fait décidé c'est son privilège. On est tout à fait heureux d'avoir le privilège qu'il ait choisi son sujet. Je l'exprimerai comme un lecteur. Voilà. Et ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et vous avez compris, il faut plonger dans ce livre. C'est pas un bain, c'est comme une rivière, elle est quelquefois large, quelquefois étroite, quelquefois calme, quelquefois mouvementée. En tout cas, j'ai choisi effectivement de m'exprimer comme un lecteur de la Croix depuis un certain nombre d'années. Vous savez certainement qu'en 1987 avait été organisé à Paris un colloque pour marquer le premier centenaire de la Croix, 1883-1983. Et c'était notre ami, l'historien René Rémond, qui présidait et animait ce colloque. À la fin de son allocution d'ouverture, il a fait quelques remarques que je trouve très judicieuses. Je cite, « Un journal est fait pour être lu par des êtres de chair et de sang qui font corps avec leur temps, qui en partagent les élans, les ambitions, les préjugés, les étroitesses, mais aussi les générosités et les passions. » Et au cours de ce même exposé, il avait précisé encore davantage, je cite encore, « La Croix a la singularité d'entretenir une double relation avec la hiérarchie catholique d'une part et avec ses lecteurs de l'autre. Et l'on pourrait préciser, parmi ces lecteurs de la Croix se trouvent des membres de la hiérarchie et notamment des évêques qui lisent la Croix. Tel est donc ce qui inspire les réflexions que je vais faire maintenant et qui sont celles d'un évêque qui lit régulièrement la Croix, qui est heureux d'y collaborer lorsque l'occasion se présente et qui surtout constate en lisant la Croix qu'un journal quotidien peut être aussi prophétique. Non pas qu'il prédise l'avenir, mais il a la liberté de faire émerger ce qui, à l'intérieur de l'histoire, aussi bien politique que religieuse, dépasse l'immédiat, ce qui oblige à s'arrêter, pour comprendre, pour peser, pour penser, pour distinguer l'important de l'accessoire autant qu'il est possible. Et je voudrais illustrer ce caractère prophétique de la Croix dans 3 domaines qui font incontestablement partie des 50 dernières années que vous venez de baliser. J'énonce tout de suite ces 3 domaines qui me semblent très significatifs. Celui de la laïcité à la française, celui de la compréhension du Concile Vatican II et celui des signes qui, dans le temps, dépassent le temps. La laïcité à la française, c'est un vaste domaine qui, de 1959 à 2010, c'est-à-dire de Michel Debré à Nicolas Sarkozy, reste étonnamment actuel. Mais la vertu de la Croix, dans ce domaine, n'est pas seulement d'accompagner ou de commenter des événements liés à la pratique de la laïcité à la française, c'est souvent de devancer des évolutions ou des crises, en obligeant à prendre du recul, en posant des questions et en exprimant des convictions qui vont bien au-delà des émotions. C'est le cas à la fin de l'année 1959, alors que, sur la demande du général de Gaulle, Michel Debré se prépare à faire accepter, ce sera le 31 décembre, une loi qui sera finalement décisive, mais dont certains catholiques, à ce moment-là, redoutaient les conséquences. De sorte qu'avant le vote de cette loi, le 23 décembre 1959, le rédacteur en chef de la Croix, le père Antoine Ringer, exprime des souhaits en vue d'une authentique liberté de l'enseignement. Nous sommes en 1959. Je cite, « La paix scolaire est aujourd'hui un impératif national. Alors que se transforment les structures politiques, économiques et sociales du pays, est-il pensable que la paix scolaire ne suive pas
une évolution parallèle. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une réforme de l'enseignement, il s'agit de réduire la dualité de l'école pour aboutir non pas à l'unité des pays totalitaires, mais à une coexistence de deux enseignements faits de confiance et d'estime réciproque. Fin de citation. La loi Debré fut votée, quelques ministres démissionnèrent, et elle fut largement appliquée. Mais voici que plus de 20 ans après, en 1981, alors que François Mitterrand vient d'être élu président de la République, les projets du Parti socialiste au sujet d'un système unifié d'enseignement inquiètent à nouveau les milieux catholiques. Et c'est alors à René Rémond que la Croix donne la parole pour un plaidoyer très intelligent en faveur du pluralisme en raison de l'évolution historique de la notion de laïcité. Je cite René Rémond, « La notion de laïcité, nous sommes en 1981, s'est transformée et enrichie. Elle n'est pas identifiée à la neutralité, au silence sur ce qui divise, à l'ignorance de la diversité. Elle est aujourd'hui reconnaissance et acceptation des différences, affirmation du pluralisme. Poursuivre aujourd'hui, sans tenir compte d'un système unitaire et uniforme d'enseignement, ce serait, poursuivre aujourd'hui, sans tenir compte de ces changements, la réalisation du dessein formé il y a un siècle d'un système unifié et uniforme d'enseignement, au temps de Jules Ferry, ce serait se comporter de façon rétrograde et peu démocratique. Au XIXe siècle, pour des raisons historiques, la démocratie impliquait l'unité et signifiait l'uniformité. C'est le contraire aujourd'hui, où ce sont les plus démocrates qui revendiquent le droit à la différence et qui combattent la prétention de l'État à tout contrôler. Quelques années plus tard, en 1984, alors que le projet de loi d'Alain Savary provoque de vives appréhensions du côté catholique, c'est l'archevêque de Paris lui-même, Jean-Marie Lustiger, qui s'exprime dans la Croix avant la grande manifestation prévue à Versailles le 4 mars 1984. Lui aussi plaide pour le respect effectif du pluralisme. Et il insiste, je le cite, « Je n'ai pas le sentiment d'aller défendre à Versailles des intérêts sectoriels dans le cadre d'une lutte partisane entre des fractions politiques. Je crois être le témoin d'une revendication de la société civile, fondée sur des exigences éthiques. Je souhaite que nous parvenions non seulement à un compromis, le compromis c'est ce qui suit un litige, dit-il, mais je vais plus loin. J'aimerais que nous arrivions vraiment à cet événement historique qui verrait les Français actuellement divisés s'accepter dans leurs différences légitimes. Il me semble qu'aujourd'hui, il existe une chance historique pour que cette question soit non pas enterrée, mais réglée positivement. C'est-à-dire que les Français reconnaissent la légitimité de la liberté accordée dans le domaine éducatif. On sait ce qu'il advint en juillet 1984, en attendant qu'en 2005, l'année du premier centenaire de la loi de 1905, le pape Jean-Paul II lui-même souligne que la laïcité comprise comme la distinction effective et la non-immixtion réciproque entre l'État et l'Église, entre les autorités politiques et les autorités religieuses, fait partie de la doctrine sociale catholique. En attendant les débats actuels sur les exigences d'une pratique effectivement positive de cette laïcité qui n'oppose plus les instituteurs et les curés.
J'en viens à la compréhension du Concile Vatican II. Dans les actes du colloque de 1987, les allusions au Concile Vatican II en 1987 sont presque totalement absentes, ce qui ne laisse pas d'étonner dans la croix. Par contre, dans ce livre bleu, si riche et si parlant, l'événement de Vatican II apparaît comme un événement décisif dont on n'en finit pas de comprendre les enjeux. Depuis l'époque heureuse de son ouverture par le pape Jean XXIII, le 11 octobre 1962, jusqu'aux questions très sensibles qui sont posées aujourd'hui autour de son interprétation. Un philosophe français, membre de l'Académie française et ami des papes Jean XXIII et Paul VI, Jean Guiton, a été un des meilleurs prophètes de cette évolution. Et il a été dès le début, dans une interview donnée à Georges Hubert, le 1er octobre 1962, 1er octobre, c'est-à-dire avant l'ouverture du Concile. Je le cite. « Nous allons assister à une espèce de fête nuptiale de l'Église avec le monde. Mais il faut qu'elle dure pendant 2, 3, 4 générations. Après le Concile de Trente, on a attendu presque 60 ans pour réaliser ces décisions sur les séminaires. Maintenant, le cours de l'histoire est accéléré, mais je pense que les effets du Concile ne se feront pas sentir tout de suite. Il faudra du temps pour que les décisions du Concile pénètrent la substance chrétienne. Et moins d'un an après la clôture du Concile, en juillet 1966, lors du Katholikentag de Bamberg, un jeune théologien allemand nommé Joseph Ratzinger faisait part de ses préoccupations au sujet de la compréhension du Concile Vatican II. Le 26 juillet 1966, Georges Hubert rendait compte de sa conférence. Je cite, « Au cours d'un exposé sobre et serein, ce jeune théologien allemand a essayé d'éclairer la situation. Sans noyer les questions difficiles, il les désencombrait des motifs passionnels. La nouvelle orientation de pensée et de pratique de l'Église ébranle l'attachement de beaucoup à cette Église, de ceux surtout qui ont hérité et vécu le catholicisme comme un univers religieux et culturel stable, une tradition familière. Recueillant leurs objections, le jeune théologien allemand explique pourquoi la mutation est indispensable, non pas par goût du changement, mais par souci de la vérité. Et, après avoir longuement insisté sur le renouveau de la liturgie, le renouveau authentique de la liturgie, et sur ses exigences, ce jeune théologien allait plus loin et plus profond. Je cite Georges Hubert, citant Joseph Ratzinger, que l'on n'oublie pas trop vite combien l'incarnation est liée à la croix, à la résurrection et à l'annonce du retour du Seigneur. Le faux engouement autour du Concile peut donner naissance à un nouveau triomphalisme. Il guette surtout ceux qui ont lutté avec plus d'ardeur contre le triomphalisme institutionnel d'hier. Il provoque l'intégrisme. 1966. Ces observations critiques ont été malheureusement vérifiées par les événements qui vont suivre, et en particulier par la rupture accomplie par Monseigneur Lefebvre quand il a ordonné 4 évêques à Écône le 30 juin 1988. J'étais à Rome pour la canonisation des martyrs du Vietnam. À ce moment-là, j'ai rencontré le cardinal Ganti. Au lendemain de cet acte de rupture, Jean-Marie Lustiger, répondant à une interview d'Yves de Gentil-Péchy, affirmait avec force que le Concile Vatican II fait partie de la tradition. Et il appelait tous les catholiques à un travail exigeant de réconciliation. Je cite Jean-Marie Lustiger, « Dans les circonstances actuelles, il faut que tous les catholiques, ceux qui se disent de sensibilité traditionnelle et les autres, cessent de s'appeler traditionnalistes ou conciliaires. Le concile fait partie de la tradition et il implique le respect de la tradition. Donc, cette division ne convient pas. Mais parvenir à la communion suppose le pardon des offenses, du mal qu'on a pu se faire, des mensonges, des maladresses, des excès.
Il faut donc que les catholiques qui se veulent catholiques se pardonnent entre eux. Et quelques mois plus tard, quelques années plus tard, en mai 1990, le cardinal Ratzinger, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait de très bonnes raisons de connaître les questions posées par Monseigneur Lefebvre, exprimait ainsi son opinion au sujet du Concile Vatican II en répondant aux questions de Bruno Chenu. Je le cite, « Vatican II est un concile œcuménique de l'Église catholique, et un catholique doit y adhérer obligatoirement, même dans les parties où la foi n'est pas définie. Pour moi, dit le cardinal Ratzinger, le concile est une orientation globale de la vie de l'Église que nous devons accepter dans son ensemble. S'il y a des discussions, elles portent seulement sur les interprétations ultérieures du concile. Mais les textes de Vatican II eux-mêmes sont tellement clairs dans leurs indications spirituelles et théologiques qu'ils doivent servir de point de départ pour la réflexion du théologien catholique que je m'efforce d'être. Et l'on peut ajouter, telle est certainement la pensée du pape Benoît XVI lorsqu'il plaide pour une herméneutique de la continuité ou du développement organique de la tradition et non pas pour une herméneutique de la rupture par rapport à l'interprétation du Concile Vatican II. J'en viens pour terminer à ce qu'on peut appeler les signes qui dans le temps dépassent le temps. Et on comprend après, précisément en lisant ce livre. Il y aura beaucoup à dire, surtout dans un espace de 50 ans, au sujet de la façon dont la Croix envisage les évolutions politiques de la société française. Il est clair que le pluralisme interne à notre société, avec ses oscillations permanentes, et nous savons bien qu'il y a des droites, comme a reconnu, montré René Raymond, mais qu'il y a aussi des gauches en France, que ce pluralisme imprègne aussi les jugements des journalistes de ce quotidien illustre. Mais ce qui me semble plus caractéristique dans ces jugements, divers et eux-mêmes évolutifs, c'est qu'ils cherchent toujours à échapper à la dictature de l'immédiat. Les articles de la Croix visent très souvent à discerner ce qui semble le plus important, au-delà des impressions du moment, et en même temps à dégager, autant qu'il est possible, ce qui peut avoir une portée historique. En témoignent les articles consacrés au premier président de la Ve République, Charles de Gaulle. Voici qu'à la fin décembre 1959, le général de Gaulle a été élu chef de l'État par un collège réduit, président de cette République qu'il a passionnément voulu. Et le philosophe Étienne Borne, déjà cité, qui est fidèle à l'inspiration d'Emmanuel Mounier, qui est resté proche du MRP, tout le monde le sait, célèbre à sa manière l'avènement du général de Gaulle. Je le cite dans la Croix. Constant jusqu'à l'intransigeance en ses desseins, le général de Gaulle a toujours arraché aux hommes et à la fortune ce qu'il s'était promis d'en obtenir, la libération de la patrie ou la réforme de l'État. Son bonheur jusqu'ici a été de faire ce qu'il avait voulu. Sa plus secrète force est de vouloir ce qu'il fait, dans une inébranlable certitude de soi et de sa mission. Les drames de l'histoire ne font jamais une tragédie insurmontable. En montrant une fois encore que la volonté de l'homme est plus forte que le destin, Charles de Gaulle fera la preuve que la fatalité n'est pas la vérité du monde. En fait, Étienne Borne a écrit que la fatalité, il ferait la preuve, et non pas fera la preuve, que la fatalité n'est pas la vérité du monde. Plus de 10 ans plus tard, en novembre 1970, à la mort du général de Gaulle, la Croix publie un article relativement bref et très réservé de Pierre Limagne. Alors qu'un mois auparavant, ce sont les pages précédentes, Étienne Borne célébrait avec passion Edmond Michelet, qui venait de mourir.
Je cite Étienne Borne, Edmond Michelet était l'homme de plusieurs fidélités. Il avait pris le parti de n'en renier aucune. Au général de Gaulle, d'attacher moins un sentiment qu'un serment, dont il avait décidé qu'aucune puissance au monde ne pouvait le relever. Tout à l'heure, cherchant dans ma Bible, dit Étienne Borne, quelques passages par le moyen duquel je puisse sans dérision penser à Michelet, je suis tombé sur ce verset de la lettre aux Hébreux, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Il me semble que la croix est capable, quand il le faut, de percevoir cet invisible, qui se manifeste parfois à travers des événements prévus ou imprévus, et surtout à travers des figures humaines, des hommes, des femmes, qui, à leur manière, révèlent quelque chose de la présence de Dieu dans le monde. Il est évident que Jean-Paul II appartient à ces hommes qui témoignent jusque dans leur mort du Dieu vivant. Comme l'écrivait, j'ai écrit sur mon texte magnifiquement, Bruno Frappa, après la mort de Jean-Paul II, je vous cite, « Ce n'est pas un surhomme qui est mort, ce n'est pas une idole, ni une sorte de Dieu fait homme. C'est un homme qui, ayant pris au sérieux son humanité, avait pris le parti de servir toute l'humanité. Et qui aura mis tous ses talents humains au service d'une idée toute simple, un être humain est unique, irremplaçable, sacré. » Quelques mois plus tard, en août 2005, le même Bruno Frappa, aussitôt après la mort du frère Roger, célébrait avec beaucoup de finesse le sens de ce haut lieu qui est aisé, je vous cite, « Obsession du fric et du pouvoir, aléa du sentiment, vacuité des modes et des broutilles de la parlerie médiatique. Tout ce qui se joue loin de Thésée, tout ce qui bruit et fait fureur, loin de cette colline devenue sacrée, s'annule ici. Réconciliation. Oui, mais d'abord réconciliation avec soi-même. En tout cas, avec cette partie de soi-même qui, opportunément, quand les orages menacent nos vies, vous dit « ça suffit, un peu de silence, écoute ce qui te parle dans le silence, écoute qui te parle. » C'est le même appel qui monte vers nous du jardin de Tibérine, en Algérie, là où sont enterrées les têtes des 7 moines de l'Atlas. Et comme l'a écrit admirablement et simplement Christian Bobin un an après, je le cite, « Ce n'est pas à leur gorge que je pense, c'est à leur cœur. Ce n'est pas à leur mort que je pense, même un an après leur mort, c'est à leur amour. » Bien sûr, les deux choses sont liées. Elles ne sont pas liées par je ne sais quelle nécessité de sacrifice, non. Elles sont liées tout simplement parce que l'amour, tel que le Christ nous le donne et nous l'enseigne, ne peut faire l'économie de rien, pas même de sa perte. Ces 7 vies étaient depuis toujours données, personne ne les a prises. De Rome et de Thésée à Tibérine, c'est la même histoire au quotidien. Merci de votre attention. Merci Monseigneur, c'est un très très beau témoignage. Est-ce que vous souhaitez poser des questions aux différents intervenants? Nous avons 10 minutes, un quart d'heure pour cela, si vous voulez bien. Madame, on va vous apporter un micro. C'est peut-être pas la peine. Si je crois, parce que nous on entend, mais pas le fond, je pense. Voilà, c'est une question que je voulais poser à Madame Quignot. Je me pose depuis que je me suis mise à acheter la croix, si elle était satisfaite du titre du quotidien, que je trouve personnellement un peu tragique, un peu agressif. J'ai toujours une petite hésitation à demander la croix aux marchands de journaux. Et voilà, je voulais savoir ce genre. Il faut vous abonner. C'est une question qui traverse là pour le coup toute l'histoire de la croix. Je
Je pense qu'à un moment de cette histoire, on s'est interrogé sur la possibilité de changer le titre. La croix s'était appelée la croix à l'événement, puis peut-être dans l'idée que ça s'appellerait un jour l'événement La Croix, et puis peut-être l'événement, et puis finalement, on s'est dit qu'il fallait assumer ce titre, qu'il avait été choisi avant nous dans un autre contexte d'histoire et de rapport entre l'Église et l'État, et que de toute façon, je veux dire, changer le titre ne changerait pas ce que nous sommes, et la façon de traiter l'actualité, et que ce serait plus une trahison qu'un changement positif. Maintenant, je suis d'accord avec vous, ça revient très régulièrement dans les analyses auprès de lecteurs, etc. Des gens qui sont gênés par ce titre, par sa signification d'une part, ou par le côté ostensible, ou ostentatoire. J'ai entendu des gens dire qu'ils ne voulaient pas le lire dans les transports en commun, par exemple, parce que c'était d'une certaine manière affiché. Ah. Ce que je voulais dire, c'est que changer le titre ne signifierait en aucun cas changer le contenu. C'est simplement que je trouve ça trop. Je prends la parole une demi-seconde parce que c'est moi qui suis responsable du fait que ça s'appelle La Croix et non plus La Croix à l'événement. Imaginez un seul instant qu'on change le titre du journal. Ça ferait un barouf pas possible. La Croix abandonne le mot La Croix. Et ça serait un recul, ça serait interprété comme une désertion, comme une grande partie du public de La Croix ne comprendrait pas ce choix et ce recul. Il y a des problèmes sans solution. Le problème du titre de La Croix est un problème sans solution. Et je pense que c'est assez loyal aussi vis-à-vis du public en général, de dire on fait un journal qui s'appelle La Croix. Vous imaginez bien qu'il ne doit pas être loin des chrétiens, des cathos, etc. Tandis que si on s'appelait Le Journal, oui, je sais. Mon professeur de philo, qui était un ultra laïque, anti-catho, etc., j'ai rencontré récemment, il m'a dit « Heureusement que le Christ n'a pas été pendu, sinon ton journal s'appellerait le JB. » C'est affreux. En tout cas, c'est un problème sans solution. Dans 150 ans, ça s'appellera encore La Croix. Une autre question? Madame. Juste derrière vous. Il est là, madame. Bonsoir Madame Pillot, je m'adresse à vous. Nous avons eu la chance, avec monsieur que j'ai rencontré ce soir, de passer pendant 3 ans une soirée par mois avec Michel Kubler à l'ancienne maison François Ier, où nous avions des échanges sur une vue. C'était le titre de nos échanges était un regard entre guillemets, je pense, puisque nous étions tous chrétiens, sur l'actualité. Bon. Pour des raisons, je pense, d'effectifs, les religieux ont abandonné ces discussions. Est-ce qu'il ne serait pas possible que les journalistes de La Croix reprennent cette idée? Parce que je vous assure, c'était vraiment très très intéressant, et je crois que les gens que je rencontre encore aujourd'hui, ils ont une toute autre façon de lire le journal aujourd'hui. Merci madame. Je vous en prie. Oui, il nous arrive assez régulièrement de faire des conférences générales un peu sur ce que serait un regard chrétien sur l'actualité, etc., mais qui ne part pas forcément de l'actualité du moment. Je pense que notre travail, c'est d'essayer de faire un journal. Je peux vous assurer que, bien que Yves ait dit que nous étions très nombreux aujourd'hui, 90 personnes pour faire un quotidien, si on compare avec nos confrères, c'est pas beaucoup. Et que c'est toute l'énergie, elle doit être donnée à cela. Michel Kubler, vous savez, est parti en Roumanie, voilà, pour s'occuper des choses très importantes pour lui, qui sont l'œcuménisme et les relations avec l'Église orthodoxe. Il a un talent particulier,
c'est un extraordinaire pédagogue. Et je pense que ce type d'initiatives sont liées aussi à des personnalités comme la sienne. Mais je transmettrai à l'Assomption votre demande. Quand on lit un journal tous les jours, on est toujours un petit peu énervé. Je pense surtout pour les événements qui sont longs, les grèves qu'on a eues il n'y a pas longtemps, des événements qui traînent. On est un petit peu tiraillé entre le fait que finalement il n'y avait rien de nouveau à raconter aujourd'hui. Il faudrait peut-être aller un peu plus aux conclusions, à ce qui va se passer demain. Je pense que c'est ce que ne fera pas appeler tout à l'heure le présent du futur. Et puis, en même temps, ne pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ne pas respecter les gens, comme disait Monseigneur Dagen. C'est le propre d'un journal, et la Croix le fait remarquablement bien, de parler des gens, de l'histoire des gens, de ce que les gens ressentent. Et ce que je voulais vous demander, c'est en faisant ce travail un peu de relecture de ce que les journalistes ont raconté, est-ce que ça a changé votre façon est-ce que ça vous a invité à avoir une autre façon de regarder dans la description du quotidien comment il faut indiquer la perspective? Vous savez, moi j'ai d'abord été beaucoup pris par la préoccupation de trouver ce dont j'avais besoin dans une montagne de documents. Après, la réflexion qu'on peut avoir sur la façon dont on travaillait, on en parlait tout à l'heure en venant avec Dominique, on nous sommes arrivés à la Croix à peu près dans les mêmes périodes, il y a plusieurs décennies maintenant, et on se disait que la façon dont on travaillait à l'époque n'avait pas beaucoup de rapport avec la façon dont vous travaillez actuellement, et que la charge de travail semblait aujourd'hui beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, etc. Je ne sais pas, c'est très difficile de répondre à la question que vous posez. Je veux dire qu'aussi, chaque époque a ses rythmes. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on prend des journaux de 1958, on se rend bien compte qu'ils écrivaient pour des gens qui avaient la radio, mais pas la télévision. Nous, quand on est arrivé, il a commencé à y avoir la pression de la télévision très forte, mais il n'y avait pas encore le nombre de chaînes incroyables qu'il y a aujourd'hui. Et pendant toute cette époque-là, les journaux ont évolué. Je dirais qu'il y a un moment où les quotidiens ont commencé à faire des hebdomadaires tous les jours. C'est-à-dire à avoir une capacité de faire les analyses, les mises en scène. Enfin, quand je dis les mises en scène, c'est de traiter un sujet en prenant plusieurs angles d'attaque dans ce qu'on appelle les pages événements chez nous, les pages 2, 3, voire 4. C'est-à-dire de traiter pas par un seul article un sujet, etc. Donc, ça a été une manière de répondre, si vous voulez, au fait que l'immédiateté de l'information n'était plus le domaine des quotidiens, enfin des journaux, puisque la radio allait beaucoup plus vite, la télévision montrait en plus les images, et maintenant vous avez aussi Internet qui vous transmet tout et n'importe quoi éventuellement d'une seconde sur l'autre. Donc le rôle des journaux est un peu différent. Alors le problème, c'est que quand vous avez des actualités qui durent, je veux dire que vous ne pouvez pas non plus décider un beau matin que non. Je vais prendre un exemple à contrario, puisque cette affaire-là m'est arrivée. Lorsque la première guerre du Golfe a été déclarée, c'était le 1er août 1990. Non, la première guerre du Golfe. La première crise, quand l'Irak envahit le Koweït. C'était le 1er août, je rentrais de vacances, c'est pour ça que j'en ai un souvenir. Et donc on a fait une sur le Koweït et l'Irak, une deuxième, une troisième, et puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui, à la rédaction en chef, a dit bon, ça va, on vient d'en faire 3, il faut changer pour les lecteurs, et on a passé une sur un sujet de vacances. On était effondrés, quoi. Dans la rédaction, on peut le dire. Après, on a repris, parce que c'était pas possible, il y avait une telle pression à ce moment-là. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut voir comment aussi les choses sont vécues. Et quand vous avez des grèves comme celles qu'on a connues récemment, c'est ce que vivent aussi les gens tous les jours. Donc c'est au journal de trouver les angles, de trouver la façon d'en parler, etc. Mais vous ne pouvez pas tout d'un coup dire ben non, on va changer, on va s'en abstraire,
s'en abstenir. Après, il faut trouver les équilibres et fournir dans le journal aussi d'autres portes d'entrée, je crois. Mais donc, à travers moi, ce que j'ai fait, si vous voulez, cette préoccupation-là, je ne l'ai pas trop eue en tête parce que je faisais déjà une telle sélection, si vous voulez, puis j'étais quand même dans un autre objectif, hein, qui était de sortir des choses. Je n'avais pas la nécessité de répondre à cette question quotidienne. Juste, je me permets de compléter par rapport à votre question. Je pense qu'effectivement, on fait tous les jours un tri énorme entre les actualités. Et de plus en plus, en raison de la complémentarité des radios d'information continue, etc., notre travail, c'est de donner des articles, si j'ose dire, à valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est un peu ça, un peu notre règle d'or. Éventuellement avec des formes journalistiques qui font qu'on fait beaucoup d'explications, par exemple beaucoup de pédagogie ou ce qu'on appelle un droit de suite, c'est-à-dire une actualité justement qu'on a tendance à oublier et on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, des choses comme ça. C'est vrai que, je ne dis pas qu'on y parvient tout le temps, mais notre principe, c'est pas de papier, entre guillemets, inutile. C'est-à-dire celui sur lequel le lecteur n'a pas besoin d'avoir autre chose qu'une brève. Alors, ça me désole si vous avez le sentiment quelquefois qu'il y en a encore beaucoup, mais voilà, plus ça va, plus on essaie, et du coup, c'est très exigeant pour une rédaction, parce que ça veut dire c'est une sorte de créativité, d'originalité à développer chaque fois. Je pense que c'est une des forces du journal, et ce qui nous est reconnu de l'extérieur, pas seulement par les lecteurs, mais éventuellement par la profession, c'est souvent quand on rencontre des confrères, alors le problème c'est qu'ils le disent, après je ne sais pas s'ils nous lisent, mais ils disent vous avez toujours des sujets que les autres n'ont pas. Et pourtant on suit l'actualité aussi. Voilà, c'est un peu cette espèce de paradoxe quotidien qu'on essaie de vivre. A contrario, c'est simplement un commentaire et puis une question. J'ai vu dans le numéro de mardi 16 novembre, quand vous annonciez la réunion de ce soir, que vous aviez sélectionné comme article, un article de Geneviève Lenné en 1964, parlant de l'invitation de 15 femmes au concile. Et comme vous avez beaucoup dit que vous réfléchissiez justement à l'évolution de l'Église dans le monde contemporain, ça m'a paru très très significatif quand on regarde la conférence des baptisés de France à ce jour. C'était donc un commentaire et j'ai été très touchée. La deuxième chose, c'est que je suis une lectrice de la Croix, mais surtout pas du papier, mais du soir sur informatique, et j'y tiens beaucoup. Et je voulais vous demander si vous aviez l'intention de mettre ce document sur informatique et avec un CD pour vos lecteurs. L'édition numérique est effectivement d'actualité, mais il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour que ce soit vraiment... c'est la réalité, et ça ne nous effraie pas plus que ça non plus, et ça sera forcément une grande évolution. Mais vous avez raison, il y a aussi d'autres supports. La Croix et ses archives, pardon, alors pour le coup, pour les gens qui sont abonnés au journal papier et qui donc ont accès à la profondeur du site lacroix.com, peuvent avoir accès à ces archives depuis de nombreuses années, 88, et 96. Voilà. Et donc c'est... Monsieur, derrière vous. oui, je voulais revenir une seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les sujets qui lassent, parce qu'ils sont permanents, etc. J'ai eu le sentiment, avec d'autres gens, que le sujet des prêtres pédophiles revenait presque tous les jours ou toutes les semaines, y compris en première page, ce qu'aucun autre journal de Jean Figaro, etc., faisait. Alors je me suis demandé, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop pour être sûr que, comme on est un journal catholique, on ne voudrait pas être en retard sur ce sujet-là, comme d'autres sujets... D'abord, je m'inscris en faux, on n'en fait pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tout le temps une... Bon, cela dit, on essaie, effectivement, et vous avez sans doute raison dans votre interprétation, c'est qu'il y a chez nous le souci de ne pas sembler minimiser quelque chose qui est véritablement un scandale. Et moi, qui
lit le courrier des lecteurs, je peux vous dire qu'il y a des communautés qui sont extrêmement troublées par ce qui se passe et qu'il est normal d'essayer d'expliquer ce qui se passe. Essayer aussi, parce que c'est notre travail, et par rapport aux confrères, de dire tout ce que l'Église, dans son institution, a mis en place depuis plusieurs années, notamment l'Église de France, mais pas seulement, et notamment aussi le pape Benoît XVI, qui a toujours été extrêmement rigoureux sur cette question. On fait un travail aussi qui, me semble-t-il, permet à nos confrères de dire un peu moins de bêtises sur un certain nombre de sujets. Voilà. Mais on en a marre aussi de ces informations. Je peux vous dire que quand tombent les informations sur... Aujourd'hui, il y avait encore une dépêche sur Guy Zaman qui envisage d'indemniser les victimes, etc. Quand on nous dit que les cardinaux, au cours du consistoire, vont travailler sur cette question, on ne peut pas ne pas en parler. Mais franchement, on n'a pas envie de parler de ces sujets-là. C'est dur aussi pour les journalistes. C'est dur pour nous, journalistes, Alors, on essaie de pas faire dans le crapoteux. Mais les rapports, que ce soit les rapports irlandais, les rapports belges, c'est quand même des choses terribles. Voilà. Mais c'est pas tous les jours, pas toutes les semaines, et pas tout le temps. Oui, pas du tout dans le crapoteux. Et je reviens au contraire sur votre propos antérieur, dans lequel vous disiez que vous cherchiez à la Croix à apporter quelque chose, à être original. Et en même temps, ça illustre aussi votre thème sur ce qui va bien en France. Je voulais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que les journalistes de la Croix certains articles de certains journalistes de la Croix, très souvent des éditoriaux, sont cités par des journaux de plus en plus, par des journaux à la radio, à la télévision, c'est moins remarqué, mais à la radio, de la part de radios qui ne peuvent pas être taxés de préjugés favorables. France Inter. Mettons, à France Inter, notamment, et le samedi et le dimanche, la chronique d'Yvan Levaille, la revue de presse d'Yvan Levaille, il n'y a pas de jour où il ne cite pas la Croix. Voilà, merci pour ce témoignage. Je voudrais, il y a encore une question au fond, mais je voudrais qu'on revienne peut-être un tout petit peu aussi sur le recueil, parce que sur la Croix, il y a beaucoup à dire. Je relancerai bien Bruno Frappa sur presque sa dernière phrase tout à l'heure. Quand il lit, lui, cet album, quand il reprend cet ensemble de 50 ans d'articles, on a vu, il y a des articles qui sont carrément historiques, mais l'impression générale, ça tient bon. J'ai pas encore fini de lire. Je n'ai pas autant lu que Monseigneur d'Agence, apparemment. Vous avez vu toutes les marques. Voilà, il y a des signets partout, c'est phénoménal. Non, mais ça tient le coup. Ça tient le coup. J'ai relu aucun de mes textes, parce que j'aime pas trop relire mes textes. J'ai relu certains de mes petits camarades, parfois avec admiration, parfois avec étonnement, parce que je n'avais jamais entendu parler de ces textes, bien antérieurs à ma venue, parfois avec du sarcasme, mais ça me ressemble. Mais c'est un corpus phénoménal. C'est un corpus phénoménal. C'est un peu lourd, mais c'est parce que je suis plus vieux que la moyenne des journalistes de la Croix. C'est un objet un peu lourd, mais magnifique. C'est un objet à la fois de plaisir et de travail. Donc, longue vie à ce premier ouvrage, puisqu'il y en aura un deuxième dans 50 ans. Voilà. Merci. Il y a plusieurs articles que moi j'ai lu les miens, je ne me rappelle plus les avoir écrits. Mais il y a deux textes que moi j'ai trouvé très forts, c'est celui de Boissonnas sur Solzhenitsyn. J'ai trouvé que c'était un très très beau texte. Et puis aussi un texte d'Étienne Borne sur la loi Veil. Moi j'ai trouvé vraiment
très profond et puis un long article qui permet de comprendre un peu. Enfin, voilà. Et c'est des choses qu'on redécouvre maintenant grâce à ça. Je peux dire, à titre personnel, franchement, on a reçu le livre ce matin, mais évidemment, j'avais quand même un peu préparé pour ce soir. Et c'est moi, ce qui m'a frappé, la grande densité de cet album. Je m'attendais à quelque chose de bien, sûrement. J'ai été agréablement surpris par la diversité des sujets, les grands sujets d'histoire, effectivement, qui sont abordés en 50 ans, et avec de très beaux papiers. Vraiment, franchement, je n'ai fait qu'effleurer, mais je trouve qu'il y a un vrai beau contenu. Madame voulait poser une question, peut-être que ce sera la dernière. Oui, parce que c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt un témoignage. Je suis belge. Alors, quand j'entends parler de pédophiles et tout ça, je sursaute. Je suis belge de passage à Paris, mais je connais un peu l'Église de France, puisque je suis la filleule de Monseigneur Lalande. En Belgique, pour l'instant, nous assistons à un véritable jeu entre l'Église... Il faudrait juste qu'on soit bien dans le sujet du débat. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une question par rapport à ce recueil de la Croix? Oui, je voudrais dire aussi, par rapport aux journalistes, qu'ils ne tombent pas dans le lynchage médiatique dans lequel on est pour l'instant en Belgique, et aux petits jeux de journalistes qui sont en train de se faire aussi. Et j'ai la Croix en Belgique, et je vous assure que vous donnez un regard tout à fait différent sur les événements et complémentaire à ce que nous vivons. Merci, madame. Eh bien, merci à vous tous, merci à nos intervenants, merci à ce beau travail. Donc, vous pouvez acheter l'album, c'est le libraire qui vous parle, là. Vous pouvez acheter l'album, le faire signer par les intervenants et le régler. Il y a une caisse qui est ouverte du côté de la sortie.